Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis accompagné de Hugues. Bonjour. Donc, on va attendre encore un tout petit peu. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées. Il y en a qui étaient bien avant l'heure présentes déjà, donc c'est chouette, on était attendus. On était en train de débriefer un petit peu avec Hugues et voilà, on va vous donner pas mal de conseils ce midi. En attendant, un des enjeux pour nous aussi, c'est de pouvoir potentiellement adapter notre discours en fonction de vos besoins. Et donc pour cela, on a des petits sondages que vous devriez pouvoir voir dans l'onglet sondage. On vous invite à voter, du coup. Ça nous permettra de potentiellement mieux répondre à vos besoins, de les qualifier. Donc il y a le premier sondage qui est présent, je vous laisse voter. Et ensuite, bien entendu, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre en fait en séance, ou au contraire, bien entendu, on prendra le temps en fin d'intervention de répondre à ces questions. En tout cas, je vois que pour l'instant, il y a plus d'indépendants et des personnes en transition, pas de salariés. Ok, on ira plus vite sur cette partie-là. Yes, c'est le but du jeu. Du coup, étant donné que pour l'instant, on a plus d'indépendants, et étant donné aussi qu'on va se donner encore 3 minutes, je vous propose un autre sondage. On va essayer de comprendre de connaître votre statut juridique. Hop, vous avez la possibilité de voter. Donc, auto-entrepreneur, SASU, portage. C'est assez équilibré pour l'instant. Ok. On fera en sorte de donner un tips à chacune des personnes en fonction du format qui ira au-delà de la présentation, pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne sont pas forcément dans la présentation, mais qui permettent à chacun d'améliorer. En tout cas, voilà, déjà sur les personnes présentes, on a beaucoup d'indépendants. Ouais. On a des entrepreneurs avec nous. Et sur ces indépendants, on a beaucoup de sociétés. On a quand même pas mal de personnes aussi, mine de rien, qui sont entrepreneurs. D'accord. On va pouvoir regarder tout ça. On a Marois qui passe d'une micro à une EURL. Donc on va pouvoir regarder aussi potentiellement ce qu'on peut faire pour vous en termes de conseils. Ce sera Hugues qui vous expliquera tout ça. Avec plaisir. On va se laisser encore 2 petites minutes et on attaque. Et Solina qui est Jean-Pascal qui est en portage salarial. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous êtes en portage salarial, dans quelle boîte de portage vous êtes. Vous pouvez mettre dans le chat, sachant que nous aussi on a un réseau de partenaires et on peut potentiellement aussi vous aider et les challenger à ce niveau-là, pour que vous puissiez aller plus loin. Ça fait pas partie de la présentation, mais c'est des petits plus qu'on peut vous offrir. Mathieu, j'arrive pas à trouver le paramétrage pour régler mon micro. Alors, normalement, si vous faites gérer, moi c'est ma vision à moi, en tout cas, vous avez les paramètres micro et audio. Donc en portage avec Sunlog, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, les fonctionnements sont souvent assez différents. Et c'est vrai que, mine de rien, votre TJM peut avoir un énorme impact sur justement le choix de la société. Et c'est vrai qu'on passe aussi bien sur des pourcentages que sur des forfaits. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant en fait à optimiser un moment, surtout sur des TJM hauts. Donc on pourra voir tout ça. Bonjour Carole, bienvenue. Allez, on va commencer. Les petits résultats du sondage. Donc, on a quand même majoritairement des indépendants, des personnes en transition, beaucoup de sociétés, plus de 50%, des autres entrepreneurs, 27%, et des personnes en portage. Nicolas, je répondrai à votre question un peu plus tard sur le TJM. C'est votre rémunération journalière. Carole, on va essayer de répondre à vos questions également.
Et c'est parti. En tout cas, merci à tous, une fois encore d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui va durer une demi-heure. Pendant une demi-heure, on va aborder pas mal de sujets avec Hugues. Et ensuite, on vous donnera la parole pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, une fois encore, dans le chat juste en bas, juste à côté, vous avez l'option questions et ça nous permettra d'avoir un peu ce listing de toutes les questions pour y répondre plus tard. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui avec Hugues, ça va être l'optimisation. Quels sont en fait vos principaux leviers, tout simplement. Ensuite, on va regarder à quel niveau vous pouvez intervenir grâce à ces leviers lorsque vous êtes en portage salarial, lorsque vous êtes en micro-entreprise ou auto-entrepreneur. On va prendre aussi le cas des sociétés, avec la SASU notamment, une petite synthèse et questions-réponses. Pour me présenter, donc Renan de CherryPick, nous on est une plateforme d'intermédiation concrètement entre freelance, indépendants et des grands groupes spécialisés dans l'IT. Et on intervient aussi dans le digital d'une manière plus vaste, sur des projets aussi bien de transformation digitale, management de projet, data. On n'en parlera pas plus longtemps. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier des conseils de Hugues. Donc Hugues, je te laisse te présenter et puis attaquer. Merci, donc je suis Hugues Bonhomme, le cofondateur de Work4You, et au sein de Work4You, on a plusieurs activités qui consistent à accompagner les indépendants de différentes manières. Voilà, donc la société a été créée il y a maintenant plus de 4 ans, et à date, on accompagne plus de 70 consultants dans différents formats. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement donc, par le premier point qu'on a vu dans le sommaire, qui sont d'évoquer les principaux leviers. Donc, les principaux leviers, quand on parle d'être indépendant, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on a bien entendu le premier levier qui est le levier commercial, donc à savoir à quel prix, dans quelles conditions je vais vendre mes prestations. Donc, on pense immédiatement au prix, et puis il faut aussi penser, quand on est indépendant, au délai de règlement de la prestation. Ce sont les deux éléments majeurs. Pardon, si je ne déroule pas les slides, voilà. Le deuxième point, c'est le point B dans l'engrenage, vous voyez qu'il y a une suite logique, ça va être les charges de fonctionnement. En fonction du format que je vais adopter, je vais avoir des charges de fonctionnement qui vont pouvoir être appliquées sur ma structure, que je sois en portage, en société, je vais pouvoir avoir des charges de fonctionnement, et ça va me permettre aussi d'optimiser mon rendement. Après, en fonction du format pour lequel je vais avoir opté, donc quand je dis ce que j'entends par format, c'est portage, création de société, micro-entreprise, je vais avoir des cotisations sociales qui vont être immédiatement liées justement au format pour lequel je vais avoir opté. D'accord ? Donc on ne décide pas de ces cotisations sociales, les cotisations sociales sont en fonction du format du véhicule entrepreneurial, donc encore une fois, portage, création de société, micro. Dernier levier, ça va être la fiscalité. Et là, de la même manière, la fiscalité va directement impacter votre montage, le rendement globalement de votre opération. Et donc, cette fiscalité, de la même manière, la fiscalité dépend directement du format pour lequel vous aurez opté. Donc, ce qui est important à voir, donc là, on a un petit rappel sur les conditions. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les conditions, un exemple, j'ai un TJM. Je veux aussi négocier, si je suis en portage salarial, mes conditions de portage salarial. Généralement, sur le marché, globalement, on trouve entre 5 et 8%. Comme toute chose, vous avez des gens qui sont moins chers, d'autres qui sont plus chers, mais la moyenne se situe à peu près là. Et les délais de règlement en portage salarial, généralement, vous allez avoir une proposition pour avoir une avance de trésorerie et pouvoir ainsi être payé dès la fin du mois sur l'intégralité de vos prestations. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver comme type de charge, comme condition financière, en portage salarial. Quand je suis en portage salarial, quelles vont donc être mes charges de fonctionnement ? Mes charges de fonctionnement, ça va être tout ce qui va être lié à des voyages, à mes déplacements, que ce soit des indemnités kilométriques, des véhicules, des frais de repas. Donc il y a tout un tas de frais qui vont pouvoir être passés. Idem, on peut avoir des frais de locaux. Si vous faites du télétravail, par exemple dans un site de coworking, vous avez des factures, vous pouvez les passer en charge dans votre activité. Vous pouvez avoir des chèques culture, des chèques vacances, et ainsi de suite. Vous pouvez faire un certain nombre d'achats sur de la téléphonie, sur de l'informatique. Il y a des limites, il y a des plafonds URSSAF qui encadrent tout cela de façon très claire. Sur la partie cotisation sociale, quand vous êtes en portage salarial, vous avez le statut de salarié, donc vous avez, en tant que salarié, toutes les cotisations sociales habituelles d'un salarié, chômage, santé, prévoyance, retraite,
formation. Donc là, vous êtes couvert avec les cotisations sociales les plus larges qui puissent être. Attention, vous avez des cotisations sociales qui sont très robustes, très larges, mais ça a nécessairement un coût très important. On va le revoir après dans le comparatif. Et enfin, sur la fiscalité, eh bien, sur la fiscalité, vous êtes tout simplement à l'imposition sur le revenu, et l'imposition sur le revenu implique que vous avez le barème progressif, donc c'est le système d'impôt qu'on connaît tous avec les tranches, et en plus le prélèvement à la source. Donc voilà déjà, en termes de portage salarial, ce qu'il faut retenir sur les conditions, les charges de fonctionnement, les cotisations et la fiscalité. Concrètement, si on veut regarder un exemple chiffré de ce que ça va nous donner, alors attendez, là j'ai un problème, c'est que je ne déroule plus les slides. Alors, essayez de repasser. Voilà, pardon, voilà, super. Autant pour moi. Donc si on veut regarder concrètement ce que ça donne, je pars de mon chiffre d'affaires, j'ai des frais de portage. On a pris une base 10 000 € en chiffre d'affaires pour faire simple. J'ai des frais de portage. Là, j'ai mis 0 € de frais de fonctionnement. On pourrait très bien avoir des frais de fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure, si j'ai des déplacements, des indemnités, des locaux. Les cotisations sociales qui sont bien les charges patronales et les charges salariales. Et j'ai donc un net avant impôt qui est à 5 127 €. Et donc là, dans le cas d'un célibataire, on a regardé ses impôts, il va avoir à peu près 1 000 €, 1 061 € d'impôts par mois, pour être précis. Et donc son net après impôt va être de 4 066 €. Ce qui lui donne un rendement net après impôt de l'ordre de à peu près 41%. Comment on calcule le rendement? C'est tout simplement le net après impôt divisé par le chiffre d'affaires. Donc vous voyez là, on a déjà un premier ordre de grandeur, à savoir que quand j'ai 10 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, je vais avoir, bon an, mal an, 41% de rendement. Ça nous donne un premier référentiel. Ce qui est important à noter à ce niveau-là, c'est que les leviers que l'on va avoir pour améliorer le rendement, ça va être en fonction de la négo que vous aurez eue sur les frais de portage, et puis les éventuels frais de fonctionnement. Si vous utilisez votre véhicule et que vous avez des indemnités kilométriques ou des choses comme ça, donc les frais de fonctionnement qu'on a listés tout à l'heure, vous allez pouvoir améliorer éventuellement votre rendement. Mais l'ordre de grandeur, ça ne va pas varier de 40 à 60%. Vous allez varier autour de 41%, vous allez peut-être monter à 43%, mais ça va être guère plus performant que cela. Maintenant, si on regarde le cadre d'une micro-entreprise, alors on part d'auto-entrepreneur, micro-entreprise, c'est la même chose. On a toujours les mêmes conditions d'entrée qui vont être essentiellement, comme on a dit, le délai de règlement et le tarif journalier. Alors les charges de fonctionnement, c'est très simple. En micro-entreprise, il n'y en a pas. Comme ça, on simplifie le sujet. Et les cotisations sociales sont elles aussi très très simples, à savoir que vous allez avoir que de la sécurité sociale et de la retraite, donc c'est ce qu'on appelle les charges URSSAF. Et la première année, vous pouvez, selon certaines conditions, avoir une diminution de 50% de ces charges URSSAF, ce qui fait que la micro-entreprise va être excessivement intéressante. Enfin, pour la partie fiscalité, vous allez avoir, en termes de fiscalité, ça va être différent de ce que vous aviez dans le schéma salarié du portage salarial, puisque vous allez pouvoir avoir un abattement de 34% sur votre chiffre d'affaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui sert de référence. On l'abat de 34%. Et ça rentre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, donc des BNC. Dans certains cas de figure, en fonction de vos revenus de l'année N-2, vous n'allez pas être imposé sur 34% du chiffre d'affaires dans les BNC, mais uniquement à hauteur de 2,2% de votre chiffre d'affaires. Donc là, il faut répondre à certaines conditions. On ne va pas les évoquer ici, mais vous pouvez revenir vers moi pour avoir plus d'infos là-dessus, voir si vous êtes éligible. Et enfin, il y a une CFE, qui est une cotisation foncière sur les entreprises qu'il ne faut pas oublier d'intégrer dans la partie donc, fiscalité. Globalement, si on veut comparer toujours sur le même exercice, 10 000 € de chiffre d'affaires, les cotisations sociales, là on est dans un cas de figure où il y a une réduction d'ACRE, donc on a une réduction de 50% sur les cotisations URSSAF. On va avoir un net à 8 890, un impôt sur le revenu qui est là aussi basé sur les 2,2%. Donc dans le meilleur des cas, on va être aux alentours de 87% de rendement. Donc vous voyez que tout à l'heure on était à 41, là j'ai pris le cas extrême le plus favorable où on aboutit à 87% de rendement. Et en fait le rendement va varier en fonction de deux critères qui sont: est-ce que je suis éligible à l'ACRE pour avoir la réduction des cotisations URSSAF de 50% qu'on a vu tout à l'heure, qui ne vaut que la première année, et suis-je éligible au prélèvement libératoire, à savoir est-ce que je suis imposé sur 2,2% de mon chiffre d'affaires
ou sur 34% de mon chiffre d'affaires au barème progressif. Donc on voit que là, on a une matrice à 2 entrées, et en fonction que l'on soit éligible à l'un ou l'autre, ou les deux, on va donc avoir un rendement qui va varier entre 63 et 87%. Voilà, pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça donne. On va après passer sur un exemple de ce que tout ça va donner en SASU. Donc en SASU, on a pris délibérément l'exemple d'une société. On ne pouvait pas vous donner aujourd'hui, dans le temps imparti, tous les cas de figure EURL, SASU. En plus, SASU, il existe des régimes SASU à l'imposition sur le revenu, SASU à l'imposition sur les sociétés. Donc là, aujourd'hui, on a pris délibérément un cas de SASU à l'imposition sur les sociétés. Mais il existe beaucoup de régimes différents. Donc là, de la même manière, je vous invite à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations. Là, l'idée, c'est toujours de comparer, avoir un ordre de grandeur de ce que donnent les sociétés. Donc, en termes de conditions, on retrouve toujours la négociation tarifaire que vous aurez faite en amont auprès de votre client. Chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, il ne faut pas oublier dans la négociation tarifaire le nombre de jours produits. Par exemple, dans le secteur bancaire, il est très fréquent que vous ayez une limite de jours de production et le client va vous dire vous ne pouvez pas travailler plus de 210 jours ou 218 jours par an. Donc ça aussi, il faut l'intégrer dans votre équation en disant oui, il y a le TGM d'un côté, mais est-ce que et ne pas oublier de poser la question, ai-je ou non une limite de production dans le contexte de ma mission? Voilà, élément important. Le délai de règlement, ça aussi c'est important. Les droits au chômage, la question c'est est-ce que vous avez des droits au chômage? Est-ce que ces droits au chômage ont été activés auprès de Pôle emploi? Et est-ce que vous êtes indemnisable ou non? Ça va être aussi un point important. Et aussi, il y a un sujet sur l'ACRE derrière pour, pareil, pouvoir éventuellement avoir des réductions et des aides. Sur la partie charges, on va retrouver peu ou prou les charges qu'on a identifiées tout à l'heure sur le portage salarial. Il y a une différence importante, c'est qu'en portage salarial, il est difficile de mettre en œuvre des LOA ou des locations de véhicules. Ce n'est pas ce qui est le plus souvent proposé sur des activités de portage salarial, pour des questions juridiques. Mais vous pouvez par contre très facilement, dans le cadre d'une SASU, mettre en place de la LOA, donc c'est de la location avec option d'achat sur un véhicule, et ça peut s'avérer fiscalement et financièrement très intéressant. C'est-à-dire que c'est votre SASU qui va louer le véhicule. De la même manière, si vous louez un logement par le biais de votre société et que le propriétaire accepte de mettre le bail au nom de votre société, ce qui n'est pas toujours facile, mais si c'est accepté, par contre, c'est très intéressant parce que vous pouvez passer votre logement en logement de fonction, c'est-à-dire que c'est votre SASU qui va payer les loyers et vous n'aurez qu'une petite quote-part qui sera réintégrée en avantage en nature. Donc, financièrement, fiscalement, ça s'avère aussi très intéressant. Donc, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose sur les charges de fonctionnement en SASU, et en société en général, c'est que la LOA et le logement de fonction sont des éléments très différenciants par rapport au portage salarial et qui peuvent permettre d'améliorer grandement votre rendement. Voilà. On retrouve de la même manière tout le volet achat, et là, on n'a pas de limite d'achat sur la téléphonie, sur l'informatique. Vous pouvez bien sûr passer aussi des formations, et vous pouvez aussi avoir dans les charges de fonctionnement en SASU un salaire. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez vous payer sur les résultats de la société, ou bien en salaire et sur les résultats de la société. On peut mixer. Là encore, il y a certains avantages et inconvénients. Si on met du salaire, vous allez avoir des charges sociales et du coup, vous allez avoir les droits sociaux qui vont avec. Si on ne met que du résultat, vous n'aurez pas de charges sociales. Par contre, vous n'allez pas acquérir de droits sociaux. Donc, droits sociaux, je rappelle, c'est chômage. Dans le cas de la SASU, on ne va pas considérer le chômage, mais on va considérer la santé, donc mutuelle et sécurité sociale, la prévoyance. Donc ça, c'est des éléments importants dans le cadre de la SASU. Dans les cotisations sociales, si vous mettez du salaire, donc j'insiste bien là, si on met du salaire, vous allez avoir, comme on vient de l'évoquer, la sécurité sociale, la mutuelle, la prévoyance et la retraite. Vous pouvez aller chercher une assurance chômage en parallèle. Attention, généralement, ça s'avère assez cher. Et vous allez avoir la possibilité de souscrire à des contrats avec des couvertures beaucoup plus larges. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié ou en portage salarial, vos couvertures de mutuelle, de prévoyance, de retraite sont fixées par l'employeur ou la société de portage salarial. Quand vous êtes en SASU, vous pouvez négocier les contrats que vous souhaitez avec des couvertures très généreuses et avec les assureurs de votre choix. Donc vous avez une liberté totale. Après, il faut juste regarder le coût que ça génère au regard de votre besoin.
Et enfin, sur la fiscalité, eh bien, quand on est sur une SASU à l'impôt sur les sociétés, j'insiste bien, on est depuis 2022 sur une taxation du résultat sur une première tranche à 15%, puis à 25%. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà de 38 120 euros de résultat va être taxé à 25%. Et après, dans un second temps, vous avez l'imposition sur le revenu selon le barème progressif ou la fameuse flat tax à 30%. Voilà. De la même manière, là, on a toujours un sujet de CFE, donc pour rappel, contribution foncière sur les entreprises. Si on regarde, oui, pardon, j'avais l'IR ici qui arrive après. Donc, je répète bien, on a d'abord l'imposition sur les sociétés, IS, puis après, le résultat qui va être sorti après IS va être soumis, si vous décidez de sortir les résultats et de vous payer, ça va être soumis à l'imposition sur le revenu. Si on reprend un exemple de ce que ça peut donner en termes de rentabilité, on a pris un exemple où je suis en SASU et je décide de tout me verser en salaire. L'intégralité de mon chiffre d'affaires va passer en salaire. Je vais avoir un rendement de l'ordre de 44%. Je prends maintenant le cas opposé. Je suis en paiement en dividende, c'est-à-dire que je me paye sur les résultats de la société et j'ai une société qui est à l'IS. Là, je vais avoir un rendement de l'ordre de 58%. Si je passe toujours en paiement sur les résultats, et je suis là à l'imposition sur le revenu, donc je précise bien, imposition sur le revenu au niveau de la société. D'accord ? Là, je vais avoir un rendement de l'ordre de 65%. Donc vous voyez que selon que je me paye en salaire ou en dividende ou en résultat, donc ma société est à l'IS ou à l'IR, mon rendement n'est pas le même. Bien sûr, au regard de ça, mes droits sociaux ne vont pas non plus être les mêmes. Donc c'est là où il faut bien peser droits sociaux versus pouvoir d'achat. Mon pouvoir d'achat, c'est bien mon net après impôt. Juste avant que tu avances, Hugues, on a une petite question sur la flat tax. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc la flat tax, je vais revenir en arrière une seconde. Voilà, on l'avait ici. La flat tax, c'est tout simplement une option qui a été mise au début du premier quinquennat du président Macron, qui consistait à proposer, donc ça n'est qu'une proposition, à proposer aux contribuables qui le souhaitent de n'être taxés qu'à 30% sur les résultats issus de la société. Donc, en fonction de vous, en tant que particulier, vous avez une première tranche qui est à 0% de taxation, après une seconde tranche aux alentours des 11 000 euros qui est à 11%, et après, au-delà, on va passer à 30%, puis 41%, puis 45% en fonction de votre revenu. Donc, si vous avez un foyer fiscal et que votre conjointe ou votre conjoint a déjà des revenus qui vous amènent à être au-delà de la tranche des 30, c'est-à-dire la tranche suivante, c'est la tranche à 41, si vous êtes soumis à une fiscalité sur une tranche à 41, dans ces cas-là, il est intéressant d'opter pour la flat tax à 30% pour faire en sorte que les revenus qui sortent de votre SASU ne soient taxés qu'à 30% et non pas 41% sur le barème progressif. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que vous avez le choix entre la flat tax et le barème progressif. Et il faut tout simplement regarder ce qui s'avère le plus intéressant pour vous à la sortie. Super, merci pour cette petite précision. Alors, pardon, j'ai trouvé la suite. On a l'air un peu plus vite que la musique, mais en réalité, non, on y arrive. Au contraire, justement, on a une petite surprise pour vous. Alors, bien entendu, on va reprendre toutes les questions qui ont été posées dans le chat, mais on voit qu'il y a de l'engouement. Et donc, du coup, on vous propose gratuitement, sans engagement aussi, c'est important. C'est vraiment du conseil. C'est un échange personnalisé avec Hugues qui pourra justement reprendre au cas par cas votre situation, vos enjeux, vos problématiques et essayer d'y répondre. Donc voilà, on diffuse les coordonnées de Hugues qui sont donc ici présentes. On va partager également le replay et le support de présentation. Donc vous aurez accès à tout cela et voilà, n'hésitez pas à le contacter. Vous avez vu, il y a pas mal de choses. Ça peut être un peu complexe. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça qu'on est heureux aujourd'hui de vous offrir du coup cette consultation personnalisée. Avant de passer à la synthèse, d'ailleurs, j'ai une super question justement, enfin super, moi je la trouve intéressante du moins, sur la micro-entreprise qui est limite en termes de chiffre d'affaires annuel et potentiellement de dépassement. On en a un peu échangé dans le chat avec certaines personnes, mais est-ce que tu peux peut-être avoir des précisions à ce niveau-là ?
Alors, en effet, c'est une question très importante. La micro-entreprise permet pendant 2 ans de dépasser le fameux plafond dont vous avez certainement entendu parler, qui est un plafond à 72 600 € hors taxe de chiffre d'affaires annuel. Pourquoi? Parce que la micro-entreprise, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée dans le but de permettre aux gens de tester un business, de tester une idée. Et ça a été excessivement bien fait par le gouvernement français en disant, ben voilà, vous testez. Si la première année, la deuxième année, la troisième année, peu importe, si une année, à un moment donné, vous dépassez les 72 600 €. Bonne nouvelle, on estime que vous avez a priori un business qui fonctionne, vous avez trouvé un réglage, mais on va attendre de confirmer une deuxième année consécutive, et tout est dans le mot consécutif, de te confirmer une deuxième année consécutive que vous dépassez à nouveau les 72 600 €. Donc, je prends un exemple. La première année, vous faites 100 000 €. La deuxième année, vous faites 50 000 €. Vous pouvez continuer à être micro-entrepreneur par la suite. Par contre, vous faites 100 000 €. L'année suivante, vous faites 80 000 €. Vous avez été 2 années consécutives en dépassement du plafond de chiffre d'affaires, donc des 72 600 €. Vous êtes donc, pour la troisième année, radié du régime micro-entrepreneur. Mais ça vous permet pendant 2 ans d'être sans aucun plafond de chiffre d'affaires. J'insiste bien, vous avez la capacité à dépasser 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires. Et ça figure, pour ceux qui auraient des doutes, dans le bulletin officiel des finances publiques ainsi que sur servicepublic.fr. Ok, super. Merci pour toutes ces précisions, Hugues. On passe à la synthèse désormais. Et après, j'ai quelques questions pour toi dans le chat. Donc, Oui, bien sûr. on prendra ça juste après. On va répondre juste après. Dans la synthèse, avant de balayer le tableau, vous avez vu que dans le temps imparti, on s'était donné à peu près une demi-heure pour faire la présentation. Dans le temps imparti, on a nécessairement été obligé de survoler. Et j'ai pris la décision d'orienter cette présentation sous l'angle du rendement pour montrer la disparité de pouvoir d'achat qui existe entre les différents régimes. Pour que ça vous donne déjà un ordre de grandeur de ce que l'on peut attendre. Voilà. Et de se dire, j'ai bien compris que 90% en rendement, c'est-à-dire mon net après impôt par rapport à mon chiffre d'affaires, c'était déjà impossible à obtenir. Donc la question, c'est combien je peux espérer, quel est l'ordre de grandeur. Et on l'a vu ensemble que l'ordre de grandeur va varier globalement entre 40%, si on est très pessimiste, jusqu'à 85-87%. D'accord? Le rendement, c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous montre déjà financièrement ce que vous pouvez attendre si vous basculez sur un format d'indépendant. Et si vous y êtes déjà, si vous êtes en portage, qu'est-ce que vous pourriez espérer demain en passant en micro ou en SASU? Néanmoins, ça c'est une information très importante, mon rendement. Mais il ne faut pas regarder le rendement tout seul, il faut regarder le rendement en comparaison des droits sociaux. Je n'ai pas arrêté de vous parler des droits sociaux tout à l'heure, et les droits sociaux vont être très importants, vous les retrouvez ici dans le deuxième cadre. Pourquoi? Il n'y a pas de mystère. Si vous avez plus de pouvoir d'achat, c'est que vous avez quelque chose en moins ailleurs. Dites-vous que le système fiscal et social a été très bien pensé et il n'y a pas d'échappatoire. Donc encore une fois, si vous avez du pouvoir d'achat en plus, c'est que vous avez des droits sociaux en moins. Je ne dis pas que c'est mal de ne pas avoir de droits sociaux, je dis juste qu'il faut en être tout simplement conscient. Donc après, c'est vous qui faites votre choix. Si vous êtes jeune, par exemple, et que vous vous dites, moi, les retraites, j'y crois pas, je vais me faire ma retraite moi-même, à ce moment-là, c'est parfait. Vous pouvez carrément passer le stade portage salarial et partir en micro-entreprise et après en SASU. Si vous vous dites, moi, j'ai travaillé pendant 30 ans ou 35 ans et je veux finir ma vie en complétant tous mes droits à la retraite avec une cotisation retraite maximale, eh bien dans ces cas-là, en effet, faites du portage salarial. Donc vous voyez que la rentabilité, le rendement, c'est bien, c'est une chose, mais il faut aussi, au regard de ça, en même temps, se poser la question de, finalement, de quoi ai-je besoin? Voilà. Quels sont mes vrais besoins? Est-ce que j'ai envie de me couvrir un maximum pour la retraite? Est-ce que j'ai envie de me couvrir un maximum pour la santé? Est-ce que je suis jeune, très bien portant, et finalement, moi, ce qui compte demain, c'est d'acheter mon appartement, d'acheter une maison, une résidence secondaire, et je veux avant tout du pouvoir d'achat? Très bien, il n'y a pas de problème. On va prendre dans ces cas-là, on va aller vers les systèmes où vous avez le meilleur rendement. Mais voilà, il faut faire un choix éclairé, et pour avoir un choix éclairé, il faut avoir toutes les informations. Donc ici, en synthèse, je vous ai résumé
qu'on vient de voir ensemble, donc portage, micro, SASU. Vous avez un statut de salarié quand vous êtes en portage salarial. En micro-entreprise, vous êtes tout simplement micro-entrepreneur. Vous n'aurez jamais de bulletin de paye. C'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que je peux avoir mes bulletins de paye? Bien non. Quand on est en micro-entreprise, on n'a pas de bulletin de paye, on n'a que des bordereaux URSSAF. Et quand on est en SASU, vous allez avoir différents régimes juridiques possibles, SASU, SAS, SASU, SARL, EURL et ainsi de suite. Là-dessus, il y a beaucoup de choix possibles. Les aides, quand on est en micro-entreprise, on peut avoir certaines aides qu'on peut aussi avoir en SASU. Les délais de règlement, alors les délais de règlement, généralement en portage salarial, comme je l'ai dit, ça fait partie de ce qui est inclus dans le service. On est payé dès la fin du mois. Quand on est en micro-entreprise, si on n'a pas de service spécifique pour avoir un paiement immédiat, eh bien, on va être payé très souvent à la fin du mois de prestation, plus un délai de 30 à 60 jours. Donc ça, il faut juste bien l'intégrer dans sa prévision de trésorerie. Voilà. Au niveau des cotisations sociales, je vais faire très très simple pour aller vite. Vous avez tous les éléments ici, mais le portage salarial est de loin ce qui va vous offrir par défaut la meilleure couverture. Comme on l'a vu ensemble en SASU, on peut faire varier les couvertures et on peut souscrire à des assurances très larges. Donc vous allez pouvoir en SASU aller d'une assurance très faible à une assurance la plus large qui vous convient. Donc vous allez avoir le choix. Et en micro-entreprise, là, généralement, vous avez une couverture qui est très faible par défaut. Vous pouvez aussi souscrire à des assurances en parallèle. C'est possible. On l'a vu sur la partie charge de fonctionnement, on a globalement tout ce qui est en portage salarial, on le retrouve en SASU. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a en plus tout ce qui est avantage en nature avec le véhicule et le logement qui peuvent être mis en œuvre en SASU. Et pour la fiscalité, on peut avoir, si vous avez des idées très spécifiques d'innovation, JUI, c'est Junior Entreprise, Jeune Entreprise Innovante, pardon, excusez-moi, Jeune Entreprise Innovante, CIR, c'est Crédit d'Impôt Recherche, donc on peut avoir tout un mécanisme de fiscalité avec des aides si on est en SASU. L'impôt sur les sociétés ne s'applique que lorsque l'on est en société et donc en SASU. Et pour la fiscalité en tant que particulier, vous avez l'impôt sur le revenu en portage salarial, vous avez l'impôt sur le revenu en micro-entreprise ou le prélèvement libératoire. Et en SASU, vous avez toujours l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire unique, c'est la fameuse flat tax qu'on évoquait tout à l'heure, la flat tax à 30%. Voilà. Et la CFE ne s'applique pas en portage salarial et elle s'applique en micro-entreprise et en SASU. Voilà pour la synthèse. Et on en arrive donc à la suite sur la partie axes de réflexion. Les axes de réflexion, je l'ai déjà vendu un peu ce sujet tout à l'heure, c'est en premier lieu, quels sont mes droits au chômage? Est-ce que j'ai déjà des droits au chômage? Est-ce que je vais pouvoir activer mes droits au chômage pour être couvert, pour me couvrir en tant qu'indépendant? Est-ce que je peux être indépendant mais bénéficier des droits au chômage que j'ai acquis précédemment quand j'étais en tant que salarié ou en portage salarial? Et derrière, on vient de l'évoquer à l'instant même, mes droits sociaux ou mon pouvoir d'achat, comment je veux arbitrer et équilibrer mon mode de fonctionnement entre mes droits sociaux et mon pouvoir d'achat. Et s'il n'y avait qu'un schéma à retenir de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, à mon sens, ça serait celui-ci. À savoir que vos droits sociaux vont être maximum en portage salarial, mais c'est là où votre pouvoir d'achat, lui, va être minimum. Et donc, c'est un mécanisme de balancier. En micro-entreprise, ça va être l'extrême opposé. Vous allez avoir des droits sociaux qui vont être plutôt orientés vers les minima, mais par contre, vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va clairement être au maximum. Voilà. Et comme l'a dit Ronan tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on vous propose une demi-heure individualisée pour prendre en compte le contexte de chacun d'entre vous, pour être capable de se dire, voilà, en fonction de votre situation personnelle, de ce qui est important pour vous, voilà les meilleurs régimes, et voilà surtout quel est le scénario qui peut être mis en œuvre pour vous. C'est parce que ça n'est pas parce que je démarre en micro-entreprise que je ne peux pas évoluer sous un an en SASU, et puis peut-être que dans 3 ans, j'aurai besoin de refaire des droits au chômage, donc je repartirai en portage salarial. Bref, tout ça, c'est un scénario qu'on peut construire ensemble pour que vous ayez une vision à horizon 3-5 ans. Vous vous disiez, voilà, je me lance ou je suis déjà lancé et je veux évoluer et j'ai une vision à 3-5 ans de ce que je vais faire et j'ai ma stratégie. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en portage salarial, sachez que vous n'êtes pas enfermés dans ce système. Il existe, on l'a vu tout à l'heure, c'est un vrai levier en réalité. Et il existe différents modes de fonctionnement. Vous pouvez effectivement avoir des taux fixes, des taux qui varient entre 5 et 8%
de votre TGM, mais il existe aussi des sociétés dont le coût en fait est capé et tous les mois ça fonctionne tout simplement sous forme d'abonnement. Et c'est là où je fais un petit clin d'œil à mon partenaire Jump, donc je vous inviterai à jeter un petit coup d'œil sur le site de Cherrypick dans la rubrique partenaire. De la même manière, on a négocié aussi des avantages avec d'autres sociétés, plutôt type assurance, mutuelle, prévoyance. Je pense notamment à EasyBlue et WeMind. Donc allez jeter un petit coup d'œil si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent. On va passer en tout cas maintenant à vos questions. Il y a pas mal d'échanges sur le chat et dans la partie questions. Et j'en ai une première. Ronan, j'interromps juste un point avant que je n'oublie. Si vous souhaitez donc bénéficier de cette offre d'avoir la demi-heure gratuite pour qu'on puisse étudier votre situation, vous m'envoyez tout simplement un email sur l'adresse qui figure ici et je vous renvoie un lien vers mon agenda, ce qui vous permet après de positionner le rendez-vous quand vous le souhaitez selon vos disponibilités. Super, ce sera effectivement beaucoup plus simple. Ouais. Du coup, première question d'Alain, qui a dû fermer sa structure pour passer en portage salarial pendant le Covid. Il souhaite la réouvrir et voulait savoir si c'était possible d'avoir sa structure et être en portage salarial. Est-ce que ça serait intéressant? Alors, ça peut être très intéressant. En effet, il faut regarder pour ça les droits au chômage. Parce que l'intérêt majeur de passer par du portage salarial, c'est de se constituer, comme je disais tout à l'heure, des droits sociaux. Et les seuls droits sociaux que vous n'allez pas pouvoir activer en micro-entreprise ou en SASU, enfin SASU URL, en société au sens large, c'est toute la partie cotisation au chômage. Donc oui, c'est totalement possible de recréer votre structure. Il faut juste regarder les droits au chômage que vous avez acquis jusqu'à présent, les droits au chômage dont vous avez besoin en fonction de votre âge et de votre employabilité. Et par rapport à ça, définir un scénario et pourquoi pas en effet avoir en parallèle de votre activité de portage salarial peut-être une autre activité ou en tout cas recréer votre structure de SASU, c'est complètement possible. Et là, il faut se poser la question, SASU LIS, SASU LIR, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Et d'ailleurs, une question de Mathieu qui nous dit qu'effectivement, on a parlé de la SASU. Est-ce que c'est parce qu'on considère que c'est la meilleure forme pour un freelance solo? Alors, à mon sens, oui, parce que la SASU permet de calibrer la partie, comment dirais-je, salaire versus résultat, et on peut bouger ça on peut bouger ça dans des proportions. On l'a vu tout à l'heure dans le tableau là où on était tout en salaire ou alors uniquement en résultat. Et donc on peut mixer salaire et résultat. Et l'avantage en SASU, c'est que toute la partie résultat ne va pas être soumise à cotisation sociale. Alors que lorsqu'on est en EURL ou SARL, la grande majorité de ce qu'on va sortir comme résultat va être soumise à cotisation sociale, donc finalement sera considéré comme du salaire. Donc on ne retrouve pas la même finesse d'ajustement et on ne peut pas jouer avec la même finesse entre salaire et résultat. Ok, super, très clair. On a une troisième question de Marois qui explique qu'elle a bénéficié donc de la ACRE d'aide en créant sa micro-entreprise, mais il lui reste encore 600 jours chez Pôle emploi. Est-ce qu'elle pourrait en profiter lors de la création de son EURL pour qu'elle indique à Pôle emploi en fait, qu'elle souhaite se créer et créer une société innovante? Alors, exactement. Dans ces cas-là, ce qu'il faut juste faire attention, c'est le format de société qui va être créé. Encore une fois, EURL, SASU, il faut se poser la question de ce qui est le plus pertinent en fonction de ce que l'on veut faire. Et deuxième point, au-delà du format, c'est la fiscalité. Imposition de la société à l'imposition sur les sociétés ou imposition de la société à l'imposition sur le revenu. En fonction du régime fiscal pour lequel on va opter, on va avoir une structure qui va être compatible avec l'indemnisation Pôle emploi ou non. Donc, si on a une structure qui est à l'imposition sur les sociétés, on a une structure qui est nécessairement compatible avec l'indemnisation Pôle emploi. Et là, c'est intéressant, on peut avoir le Pôle emploi d'un côté et rentrer le chiffre d'affaires dans sa société. Donc oui, c'est intéressant. Super, c'est hyper intéressant, effectivement. Ouais. On a une autre question de Yuen qui nous disait qu'il a lu quelque part qu'il y avait un plafond à 70K de chiffre d'affaires, donc on en a parlé tout à l'heure, pour bénéficier du prélèvement libératoire. Est-ce que c'est vrai? Alors non, il n'y a aucun lien entre le prélèvement libératoire et le plafond de chiffre d'affaires. Et c'est deux sujets qui sont totalement distincts. Mais il est fréquent qu'en effet, on mélange un peu les sujets, surtout sur ce qu'on peut lire sur Internet. Le plafond de chiffre d'affaires est une chose pour savoir combien d'années on peut utiliser le régime micro-entreprise. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2 années consécutives en dépassement de chiffre d'affaires. Si on n'a pas de crainte, si on veut maximiser le revenu,
et se dire après, tant pis, la 3e année, je sortirai du régime micro-entreprise. Les 2 années s'avèrent en effet souvent très intéressantes. L'autre sujet qui est le prélèvement libératoire, pour être éligible au prélèvement libératoire, les impôts vous demandent de regarder quel était votre revenu en année N-2. Et là, il y a des plafonds en fonction du nombre de parts fiscales. Néanmoins, en effet, il va falloir combiner le revenu de l'année N-2 pour être éligible au prélèvement libératoire et regarder aussi le chiffre d'affaires de la micro-entreprise. Donc, ce n'est pas uniquement lié au chiffre d'affaires, c'est lié au chiffre d'affaires et au revenu de l'année N-2. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans le détail, c'est que voilà, il faut reprendre les documents et se poser les questions à tête reposée. Yes, bon, tu as quand même répondu à la question d'Alassane, tu as pris les devants, donc parfait. Bon, parfait. J'ai aussi une personne qui se demandait si en réalité, pour optimiser, lorsqu'on est en SASU, il faudrait se rémunérer en partie salaire pour avoir la couverture sociale et le reste en dividende. Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose d'intéressant ? Oui, et c'est très souvent ce qu'on propose à nos clients, à savoir que l'idée, c'est de se mettre un salaire minimum, alors qui n'est pas très élevé, hein, on est de l'ordre de 500 € net mensuels. Et avec ce salaire minimum, on a accès à la sécurité sociale et on valide ses trimestres de retraite. Alors, on les valide bien entendu avec une valeur qui est moindre que si on avait un salaire à 4 ou 5 000 € brut. Mais malgré tout, pour le principe de la retraite, le trimestre est validé en tant que tel. Donc, oui, c'est ce qu'on préconise, d'avoir la couverture sociale minimale, par exemple en SASU, avec un salaire minimum, et tout le reste, de le prendre en résultat. C'est hyper intéressant, effectivement. Ouais. Alors, on a une question, une personne qui se demandait si elle démarre en portage salarial pour se lancer, sous combien de temps elle peut évoluer vers un autre format, tout simplement ? Alors, tout simplement, pour vous répondre, il faut regarder vos droits au chômage. Et généralement, c'est sous 3 à 6 mois. C'est-à-dire que le minimum, c'est d'avoir 3 mois de portage pour que Pôle emploi ne vous pose pas de problématique pour l'activation de vos droits, sauf à ce que vous soyez sorti par une rupture conventionnelle sur votre emploi précédent avant le portage salarial. Sinon, on est sur un maximum de 6 mois. Donc là, c'est pareil, il faut juste regarder vos droits et la façon dont vous êtes sorti sur les 2 contrats, votre dernier contrat et le contrat précédent. Et du coup, pour les personnes qui sont éligibles au chômage, est-ce que tu préconises une solution particulière ? Alors, pour les personnes qui sont éligibles au chômage, ce qu'on préconise souvent, c'est de partir sur un format micro-entreprise pendant la première année, parce que la micro-entreprise en première année, avec la fameuse réduction de cotisation de 50% qui s'appelle donc l'ACRE, avec l'ACRE, on a très souvent le montage qui s'avère, dans toutes les simulations que l'on peut faire, qui s'avère le montage le plus rentable. Donc, micro-entreprise, la première année, si on a l'ACRE. Et après, généralement, on part sur des structures du type SASU à l'imposition sur le revenu. Donc, j'insiste, ça c'est assez spécifique, parce que ça permet d'avoir un rendement beaucoup plus élevé qu'une SASU à l'IS. Ok, super. On commence à avoir fait le tour. Une fois encore, n'hésitez pas. Et au contraire, profitez-en même, j'ai envie de dire. Hugues est hyper pointu sur le sujet, comme vous pouvez le voir. Donc, prenez ce petit rendez-vous. Ça dure une demi-heure. Et vous l'avez vu, il y a plein de petites techniques. Il faut juste être au courant. Donc, voilà. Écrivez-lui un message. Vous avez son adresse email. On définit un créneau. Ensemble, enfin vous définirez un créneau ensemble et il pourra répondre à vos questions. Et à l'issue de cette phase de questions-réponses pendant une demi-heure, je vous renvoie le scénario qui est le plus adapté à votre cas de figure avec la simulation chiffrée pour que chacun puisse voir dans son contexte avec sa fiscalité net après impôt. Donc c'est là où il faut rentrer un peu dans le foyer fiscal de chacun pour savoir si vous avez un conjoint, des enfants et ainsi de suite, pour simuler vraiment le net après impôt, ce qui vous permet de comparer par rapport à votre situation actuelle et d'avoir vraiment une vision complète en disant voilà demain combien je vais gagner en net après impôt et les droits sociaux en fonction de mes choix. Super. Allez, une dernière question, Hugues. On abuse de ta gentillesse. Allez-y, on est là pour ça. Est-ce qu'il est plus intéressant de cumuler auto-entrepreneur et SASU pour se reverser des dividendes ou d'avoir uniquement une SASU avec un petit salaire et se payer le reste en dividendes ? Alors, attention à une chose, tout va dépendre sur la micro-entreprise si vous activez l'ACRE et le prélèvement libératoire. Si vous activez les deux, alors là, il faut faire que de la micro-entreprise. Attention à une chose, l'administration fiscale est relativement claire dans le fait de combiner de la micro-entreprise et de la SASU.
il faut que les deux structures aient des activités radicalement différentes. Et là-dessus, l'administration fiscale est de plus en plus claire en disant si c'est une activité assez similaire, vous pouvez être requalifié. Donc c'est dommage de s'embêter à faire une SASU en parallèle de la micro si en plus derrière on prend le risque de se faire retoquer fiscalement. Après, pour bien répondre à votre question, il faudrait regarder votre fiscalité, puisque c'est pareil, en fonction de votre nombre de parts fiscales, selon que vous soyez célibataire, marié, enfant ou non, et les revenus de la conjointe ou du conjoint, ça peut faire varier les choix. Donc il n'y a pas de choix dans l'absolu, enfin il n'y a pas de réponse dans l'absolu, ça va dépendre de votre foyer fiscal. Ok, super. Mais écoute, merci Hugues une fois encore, merci à tous d'avoir participé pendant cette petite heure. On se tient à votre disposition si vous avez des questions. On va vous partager le replay, mais aussi le support de présentation. Donc celui-ci sera envoyé un peu plus tard. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage vraiment donc, du coup, à nous contacter. Et ce sera avec plaisir pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, restez connectés sur Cherrypick. Vous allez voir, il y a pas mal d'événements qui arrivent. Nous, de notre côté, on fait beaucoup de choses aussi pour les freelances, pour les indépendants. Et tout cela entièrement gratuitement, pas de faux frais. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil. On a tout un réseau de partenaires qui sont hyper pointus dans leur domaine et qui peuvent répondre donc, du coup, à toutes vos interrogations et vos enjeux. Merci une fois encore à tous et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.